Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, cet ouvrage. Il a pour titre Mouroutigi ou le sabre du refus. Son auteur, Yamoussa Sidibé, nous fait le plaisir de nous tenir compagnie tout le long de cette émission. Mesdames et messieurs, le numéro parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Mouroutigi ou le sabre du refus. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Sonamori, qui, pour libérer sa mère, se fit esclave d'un seigneur de guerre. Ayant appris le métier de Mars, il constitua le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, une période où les armées européennes se disputaient les territoires du continent africain. L'armée française se heurtera à la résistance de Sonamori qui veut reconstituer la nation du Manding et qui, donc, refusera à céder le moindre pouce de son territoire. Amour, patriotisme, intrigue, trahison et résignation sont les trames de ce livre qui s'immiscent dans l'intimité des grands hommes ouest-africains du XIXe siècle. Je ne sais même pas si je dois dire Monsieur Yamoussa Sidibé, oui, c'est l'auteur qu'on reçoit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Parenthèse. C'est un immense plaisir d'être dans cette émission de cette grande télévision Espace TV Guinée. Je suis très content et très rapidement on va partir. Yamoussa Sidibé, vous n'êtes plus à présenter à nos téléspectateurs bien sûr, mais aujourd'hui on vous reçoit en tant qu'auteur, vous n'êtes pas à votre premier jet. Et puis j'ai envie de dire pour ceux qui ne le savent pas, peut-être vous avez fait des études de lettres. Donc, on va dire, tous ceux qui font lettres ne sont pas forcément des romanciers, mais quand ils sont romanciers, on sait que ça va donner de l'étoffe. Bien, alors, si vous venez seulement de vous joindre à nous, parenthèse aujourd'hui exclusivement consacrée au tout nouveau roman de Monsieur Yamoussa Sidibé qui vient de sortir, Mouroutigi ou le sabre du refus. Je vous disais pendant qu'on préparait l'émission que votre roman était super bienvenu. Le roman de cette trempe, on n'en a pas beaucoup. Il s'agit Mouroutigi ou le sabre du refus. Et il s'agit d'un roman, on va dire, historique. Sur une grande épopée et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est extraordinaire. On voudrait, au nom de toute l'équipe déjà, vous dire merci pour cet ouvrage. Merci aussi, merci. Alors, on va partir. Mouroutigi ou le sabre du refus. Tout de suite, pour ceux qui ont une petite connaissance de l'histoire, ça fait penser justement à Samori Touré. On ne va pas dire Samori Touré, mais dans votre ouvrage, le protagoniste, le personnage principal, c'est Sona Mori. Oui, Mouroutigi ou le sabre du refus, c'est un roman. C'est un roman qui ne prétend pas être un jour un ouvrage historique. C'est un roman. C'est un roman qui a travaillé à s'immiscer dans l'intimité des grands hommes du 19e siècle. La plupart des personnages cités dans ce roman ont effectivement existé. Les faits, pour la plupart, ont été effectivement vécus, mais le livre reste un roman. Ça, c'est quelque chose que vous tenez à préciser. Oui. En fait, je me suis servi certainement, quand vous lirez, j'ai averti le lecteur. Tout à fait. Je me suis servi de ces personnages et de ces faits pour exprimer mes convictions politiques, mes convictions philosophiques, mes convictions pédagogiques. Donc, ces personnages-là n'ont été que des instruments entre mes mains pour m'exprimer. Donc, ça reste un livre. Mouroutigi, comme vous le sentez, comme le Manding le sentirait, c'est un peu dans l'épopée guerrière du Manding. Quand dans l'armée Manding, il y a les Kiletigi, il y a les Mouroutigi et consorts. Oui. Voilà, donc le titre vient un peu de cette armée guerrière. Oui, alors de cette armée guerrière, et vous en avez parlé tout de suite, et c'est vrai, nous, en tant que lecteurs, on a été tout de suite frappés parce que le roman, vous jouez à la fois sur le tableau intime, vous en avez parlé, le tableau intime de ces personnages dont on va en parler tout de suite, mais vous jouez sur le tableau intime. À la fois sur le tableau intime, vous jouez aussi sur le tableau, on va dire, sociologique, on pourrait même dire politique,
etc. Et ça, c'est impressionnant. Vous nous amenez à rentrer dans l'intimité du personnage principal qui est Sonamori. Et puis d'autres aussi, pas que lui, le grand marabout, marabout et chef, Séré Brahma, on va en parler tout de suite, et pas seulement sa dernière épouse, et puis effectivement, on a beaucoup de choses comme ça, on rentre dans l'intimité, on plonge dans l'intimité de ces grands hommes, alors qu'en réalité, c'est impossible même d'imaginer être dans ce cercle, mais vraiment réservé qui est de l'ordre du privé. Non, je pars du principe qu'un être humain est un être humain. Il est chef aujourd'hui, mais il reste un être humain. Je me suis servi certainement du 19e siècle, mais peut-être que je parle aussi du 20e siècle, du 21e siècle. En fait, peut-être que je parle de ce qui se passe autour de moi aujourd'hui en utilisant les choses passées. Un chef, un roi, un empereur, il reste un être humain. Et c'est cet être humain que j'ai cherché à comprendre, à découvrir. C'est dans cet être humain que j'ai travaillé à entrer pour le comprendre, dans son intimité. Qu'est-ce qu'il est, comment il réfléchit, comment il lui arrive de poser un acte, les actes les plus difficiles, comment ça lui arrive. Et quand l'acte est posé, quelle est sa réaction? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il pleure la nuit? Il y a ce qui, surtout, vous faites bien de parler de ça, effectivement. Il y a beaucoup de passages qui font écho à la réalité, qui peut être, selon notre regard, notre compréhension sur le cas de notre pays, la Guinée, mais d'autres pays, même au niveau international. Il y a les moments de gloire pour un chef, il y a des moments de difficulté, il y a des moments où le chef, et ça c'est le livre, le roman, votre roman qui me le dit, il y a des moments où le chef est tout seul parce que les situations sont compliquées. Lui, il a sa vision des choses. Ceux qui sont autour, il y a d'autres réalités dont il connaît, mais c'est pas simple en fait. Le chef est apparemment tout seul. Quand il prend les décisions, il les assume tout seul. Mais quand il se retire, quand il est tout seul, il réfléchit parfois au sens de ses actes, parce que c'est un être humain. Oui. Même s'il ne l'exprime pas en public, même s'il ne l'exprime pas sous les projecteurs, il reste un être humain qui réfléchit à l'acte posé. Demain, qu'est-ce que je dois faire? Si je le fais, comment ça va être compris? C'est cet individu, disons un peu extraordinaire, qui est le chef que j'ai travaillé à étudier, à comprendre et à restituer dans ce livre-là. Mouroutigui ou le sabre du refus, bien, roman signé Yamoussa Sidibé, qui donc justement est sur notre plateau pour en parler. On fait la causette donc autour de cet ouvrage, Mouroutigui ou le sabre du refus. Alors moi j'ai envie de dire, il y a beaucoup de chapitres dans votre roman, et c'est extraordinaire, les chapitres sont agencés de manière à ce que, en gros, c'est ce que j'ai senti moi en le lisant, en gros on a l'impression de galoper comme sur les chevaux qui sont dans le roman aussi. Et comme ça, vous avez tout de suite commencé, en fait, ça c'est impressionnant parce que voilà, on commence par le vif, quoi, et la captive de Séré Brahma. Ça, c'est le premier chapitre qui est extraordinaire. Et je ne peux pas m'empêcher, donc justement, de lire un petit mot. Vous avez parlé de l'avertissement. On va partager ça avec nos téléspectateurs. Avertissement. Cet ouvrage est un roman, dites-vous. À aucun moment, je n'ai eu la prétention d'écrire un livre d'histoire. Vous avez pris le soin de prendre cette précaution. Il est vrai que la plupart des personnages qui animent ce roman ont bien existé et certaines actions ont été effectivement vécues. Cependant, ces personnages et ces événements n'ont été que des teintes dans mon encrier pour exprimer des sentiments, une philosophie et des convictions. Comme dans toute œuvre de fiction, je me suis donné la liberté de modifier des noms, de construire ou de reconstruire des dialogues, de changer parfois des lieux et la chronologie des faits. Alors, on est averti, il ne faut peut-être pas venir nous dire, parce que bon, il s'agit d'une époque, d'épopées qui sont assez connues, où il y a énormément de choses. Mais il y a quelque chose que vous faites à la fin de l'ouvrage qui est intéressant, vous citez les sources, voilà, votre source de documentation, les sources historiques notamment, et ce qui nous permet de savoir qu'effectivement, il y a eu un travail de recherche. Alors,
Je vais passer. Il y a quelque chose aussi qui ne saute pas à l'œil, c'est les remerciements que vous faites. C'est pas long, mais ça veut dire beaucoup. Hein. Jean-Marie Touré, professeur de lettres à l'université de Conakry. J'en profite pour Qui est un de mes professeurs. voilà. Ali Gilbert Ifono, historien, ancien ministre. Qui m'a enseigné aussi. Elhaj Laï Sidibé, historien. Qui m'a enseigné. Fadama Itala Kourouma, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Qui est un ami. Ali Bader Kaba, juriste. Un ami. Alpha Amadou Bano Bari, sociologue. Qui est un ami aussi. Donc, tout ça, c'est des personnages qui sont assez connus. Il y en a qui est un peu plus jeune, mais qui est très connu, très brillant. Hein, et vous leur remerciez pour les conseils et les observations. Donc, alors, on en arrive au tout premier chapitre, donc la captive des cérébrements. En fait, je disais qu'on commence, et le texte est beau. Il est beau, ce texte. J'ai dit, le ciel était obscur. On est à la page 17. Le ciel était obscur et la terre. Encore le théâtre du sabbat des sorciers. Ces êtres à double vie qui jouent à qui prendra plus de vie. À qui prendra plus de vie. Cependant, dans les flocons des ténèbres, ils peuvent s'exprimer dans le coassement des grenouilles, le ululement des hiboux ou le miaulement des chats. Les chants têtus des coqs rappelaient de temps à autre une fin de règne proche. Au loin, sur la crête de la montagne, le souffle du jour se dégageait péniblement, mais obstinément de l'étreinte de la nuit. Sonamori et ses deux amis, tapis dans la broussaille, évitaient de perturber la messe des princes de la nuit. Je m'arrête là parce que, en fait, vous commencez par décrire, en fait, c'est pour ça que je dis que ça commence, on saute là-dedans, parce que ça commence par une action en gros. C'est Sonamori qui essaye justement d'aller dans la cour royale de ce chef marabout, hein, cérébramment, tout puissant en tout cas à l'époque, dans l'histoire, dans le récit, tout puissant, pour essayer d'obtenir la liberté de sa mère. Et pour obtenir cette liberté, il est prêt à tout. Et c'est justement à partir de là, on tient le nœud même de votre récit. Et bien justement, c'est ce qui nous amène à ce personnage extraordinaire. Oui, Sonamori, c'est le début de sa vie, de sa véritable vie, parce que je dois préciser que Sonamori a eu 3 vies. Sa première vie, il a hérité de son père. Il naît, il trouve que son père est colporteur, et il devient colporteur jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et puis sa mère est capturée par un seigneur de guerre. Oui. Comme c'était fréquent d'ailleurs. Comme c'était fréquent à l'époque. Il y a les guerres, voilà. Quand on a vaincu, et on prend des femmes, des hommes, en tout cas des bras valides, pour en vendre, pour les garder, pour des corvées, etc. Voilà. Donc il va pour libérer sa mère, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai décrit là, le moment où il arrive. Vous savez, l'Afrique, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, mais il y a le souffle autour. Il y a tout ce qui est... L'arbre, les arbres ont leur âme. Les arbres portent des âmes. C'est pourquoi il ne faut pas couper l'arbre. Parce que quand vous coupez un arbre, vous tuez le refuge des âmes. C'est une façon pour nous de préserver l'environnement. Donc, alentour, il y a des âmes qui s'expriment. Il y a aussi des hommes qui ne vivent que la nuit, des êtres qui ne vivent que la nuit. Donc, en venant chercher sa mère, il perturbe, qu'il le veuille ou pas, la vie de ces personnes, la vie de ces êtres, l'atmosphère de ces êtres. Parce que dans les conditions, un homme normal doit dormir, quand il se couche, il se réveille à l'aube pour aller au champ. N'est-ce pas? Il s'est levé avant l'aube. Donc il peut perturber la vie de ces êtres à double vie. Monde. Et vous prenez beaucoup de temps. Enfin, j'ai tenu à lire un petit bout, en sachant d'ailleurs qu'on a une rubrique de l'émission qui s'appelle Marque-Page, où on donne des extraits de lecture. Mais bon, je ne m'empêche pas de... Enfin, je fais un peu ce que je veux. Je ne me suis pas empêché de lire un petit extrait. Et ça, c'est vraiment pour essayer de partager au maximum avec nos téléspectateurs. Donc justement, Mouroutigui ou le sabre du refus. Et le roman est donc signé Yamoussa Sidibé. Bien, alors je voulais dire, la description est telle que, effectivement, je vous écoute en parlant, mais j'écoute surtout ce que j'ai lu aussi, c'est que vous créez une espèce d'espace mental. On est plongé, le lecteur est plongé là-dedans, on entend la nuit, on ne voit pas ces êtres à double vie, comme vous les décrivez, hein, ces sorciers et bien d'autres.
mais on est plongé dans cet espace mental, ce qui nous fait vibrer en fait. Donc justement, dès le premier paragraphe, on est captivé par la force de cette narration qui insiste sur cet autre monde. Et j'ai envie de dire, c'est impressionnant. Cet autre monde qu'il vient perturber, voire agresser pour obtenir la liberté de sa mère. Ça veut dire Son Amouri est prêt à tout affronter. Le monde du réel comme le monde de l'irréel. Il ne recule devant rien pour obtenir la liberté de sa mère. Une autre preuve, c'est qu'il vient rencontrer le chef de la plus puissante armée du Mandé. Oui. Vous savez, en ce moment-là, il y avait deux grandes armées qui géraient le Mandé. Il y avait l'armée des Cissé et l'armée des Bérété. Mais l'armée des Cissé est encore plus puissante. Et c'est le chef de cette armée-là qui détenait la mère de Son Amouri. Donc il était prêt à tout affronter. Rien pour rien ne reculerait pour avoir cette liberté-là. La preuve d'ailleurs, il n'était pas seul quand il y allait. La nuit, la nuit commençait déjà à partir. Ils étaient 3. Mais les autres ont dû avoir peur. Oui. Et lui, il a tenu à aller. Il y a une des personnes qui dit non, je ne pars pas. Il a dit non, vas-y, si tu me revois, c'est que, que tu puisses. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour raconter. Si tu ne me revois pas, il faut que quelqu'un raconte ce qui s'est passé ici. Oui. Que quelqu'un raconte un jour. En fait, Son Amouri se soucie de ce qu'on dirait un jour de lui. Il se soucie de l'histoire. Il se soucie de la postérité. Oui. Odia Sédou n'a pas voulu continuer. Quand il a vu l'armée qui entourait le chef Cissé, il a préféré reculer. Il dit, je ne peux pas continuer. Mais Calaban est resté. Oui. Mais quand Son Amouri a vu ce qui entourait le marabout, oui, il a préféré demander à Calaban de reculer lui aussi, de partir au village, de retourner au village, pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui raconte l'histoire, qui raconte ce qui s'est passé. Oui. Donc, il raconte son courage, qui raconte qu'il est prêt à tout, que cet enfant qu'est Son Amouri est prêt à tout pour retourner avec sa mère, quitte à mourir. Il est question, d'ailleurs, je pense que ça ne commence pas là, hein, parce que c'est sa nature, hein, Son Amouri, le personnage principal. En fait, la question, alors ce tact, cette démarche de sa part, de votre personnage, pour aller à tous les coups, accepter tout pour obtenir la liberté de sa maman, pose l'épineuse question de la liberté. Il en est question, d'ailleurs, pas que pour sa mère, même quand il va obtenir cette liberté, et que lui, dans les chapitres suivants, dans sa conquête, dans sa démarche de vouloir créer un empire, un grand ensemble où tout le Mandé sera rassemblé. Dans cette démarche, il y a la volonté d'obtenir sa propre liberté. Surtout que, il va avoir à en découdre avec les forces coloniales, je veux dire les forces françaises notamment. Donc cette démarche-là a permis à Son Amouri de se découvrir lui-même, de savoir son attachement à la liberté. Déjà pour sa mère, mais plus tard pour son peuple. Oui. Parce qu'on parle beaucoup des héros en Guinée, en Afrique et dans le monde, mais ils ne sont pas nombreux qui sont de véritables héros. Son Amouri n'a pas voulu et il a dit non. Il n'a pas voulu que l'autre vienne lui imposer sa volonté dans son pays. Il a dit non. Et ça a commencé par cette démarche-là pour aller libérer sa mère. Il n'était pas d'accord qu'on prenne sa mère en captivité. Il a dit non et il est venu offrir sa vie pour que sa mère soit libre. Oui. Et il n'a pas quitté le sérail du marabout Cissé tant que sa mère n'était pas libre. Il n'a pu quitter qu'avec sa mère libre. Il a préféré rester 7 ans, 7 jours, 7 mois, 7 jours. Oui. Peut-être 7 heures, 7 secondes. D'ailleurs, un peu de numérologie dans votre ouvrage, parce que le temps qu'il est resté là-bas pour justement obtenir la liberté, la libération de sa mère, ces jours-là sont comptés. Et puis quand il va revenir, vous revenez là-dessus. Il y a beaucoup de... En fait, je me suis mis à l'écoute aussi de la légende. Oui. Il y a la légende qui raconte beaucoup de petites choses. Donc, dans ma description de cette période-là, de ce qui s'est passé, j'ai aussi travaillé à tenir compte de la légende. J'ai travaillé l'histoire, la légende, et puis j'ai travaillé aussi mes convictions. Donc, tout cela se retrouve. Et dans ce travail de la légende aussi, c'est dans ce travail de la légende que ces chiffres-là apparaissent. Oui. Apparaissent. Allez, même dans la constitution de son armée, ces chiffres-là apparaissent.
Mais c'est curieux quand même parce que il est audacieux, son Amouri. Il est courageux, il est audacieux parce que son séjour, vous avez dit hein, que ce séjour là-bas, pour obtenir que sa mère soit libre, il lui a permis de se découvrir. Effectivement, dans un passage dans le même chapitre, vous indiquez, en fait, il est fils de colporteur. Et jusque-là, dans sa première vie, comme vous l'avez dit, il ne connaissait que... dans sa première vie, voilà. C'était une vie héritée de son père. Exactement, oui. Et une vie héritée de son père Oui. qui voulait qu'il soit colporteur. Et il a été un très bon colporteur parce Oui. que son père pensait même qu'il serait le commerçant le plus opulent du Manding, tellement il savait négocier. D'ailleurs, ça va lui servir. Ça va lui servir après, carrière. Voilà, dans les négociations diplomatiques. Tout à fait. Et à partir de 17 ans, il découvre les armes. Oui. Et là, ce n'est pas un choix qu'on fait pour lui, c'est lui qui choisit les armes. Oui. Il dit désormais, ce sera ma vie. Oui. Je vivrai toute ma vie avec les armes. C'est sa deuxième vie. C'est une vie choisie. La première vie a été héritée de son père. Oui. Cette deuxième vie, il l'a choisie et il assume. Il assume le fait qu'un guerrier traverse un champ d'horreur sans s'émouvoir devant le cadavre des ennemis. Il a choisi cette vie et toute sa vie, il continuera jusqu'au jour de son arrestation. À partir de là, commence une troisième vie. Voilà. Et alors, Mourou Tigui, ou le sabre du refus de Yamoussa Sidibé, hein, avec nous sur le plateau pour en parler. On essaye, comme d'habitude, tous les jours qu'on reçoit un auteur, on fait le maximum de nous-mêmes pour d'abord vous en donner une petite idée et puis pourquoi pas susciter un intérêt pour. Hein. C'est un nouveau roman hein, que nous vous recommandons. Effectivement, nous on l'a lu et on l'a aimé. Mourou Tigui ou le sabre du refus de Yamoussa Sidibé. Alors, donc, moi, je vais revenir. Alors, à ce rythme-là, on ne ferait même pas 3 chapitres, hein, parce que, bon, on est pris par le temps. On va cadrer un peu plus. Mais voilà, justement, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de fleurer un tout petit peu. L'objectif n'est pas de décortiquer non plus tout l'ouvrage. Mais ce premier chapitre est important parce qu'il est, on va dire, l'élément déclencheur de tout le récit, hein, pour toute la suite. Parce qu'effectivement, je signale pour ceux qui aiment bien les histoires comme ça, c'est-à-dire que il va obtenir que sa mère soit libre, mais grâce, on va dire comme ça, à la Baramousso, hein, la petite femme, entre guillemets, du roi Cérébraman, parce que justement, elle avait été donnée de force en mariage à ce dernier, mariage qu'elle n'avait pas consommé, et puis bon, elle s'est pris d'affection pour son Amouri, justement, qui lui, attaché à sa parole, attaché aux valeurs de dignité. Il est question de ça tout le long, et même plus loin dans un autre chapitre, où il est question de prendre des grandes décisions lorsque, devant les réalités des faits, devant le fait que son Amouri et toute son armée, après qu'ils aient compris que les Français, par exemple, ne respectaient pas leurs paroles et que les Anglais avaient commencé à les abandonner parce que derrière, les Anglais et les Français avaient signé des accords de non-agression. Donc, s'étant aperçu de cette réalité qui n'était pas à son avantage et puis que les Français ne respectaient pas leurs paroles, les traités signés, ses chefs de guerre, notamment son fils, son frère, son petit frère, avaient dit qu'eux tous étaient des Kélétigui, voulaient qu'ils fassent comme eux. Et il n'a pas voulu, il dit, on n'est pas obligé de faire comme eux. Le Manding a des valeurs. Chez nous, la parole est sacrée. C'est ça son amour. Quel que soit le problème.